Gilbert Bribois est surtout connu pour être le présentateur vedette de l'Afterfoot sur RMC, la radio, où il est également rédacteur en chef de l'antenne des sports. Mais ce que vous ignorez sûrement, c'est que Gilbert est aussi un amoureux de la course à pied et des aventures extrêmes. Récemment, sa passion l'a conduit à courir un semi-marathon en Corée du Nord, un 15 km en Irak ou encore à prendre le départ d'un marathon au cœur de l'Himalaya. Alors pour quelles raisons s'aventure-t-il dans des régions aussi mystérieuses et parfois même dangereuses? Quels souvenirs et anecdotes garde-t-il de ses nombreux voyages? Et surtout, comment s'organise-t-il pour courir à travers le monde? C'est ce que nous allons découvrir en entrant dans la tête de Gilbert Bribois. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de ceux qui souhaitent optimiser leur entraînement et leur préparation mentale pour faire moins d'erreurs et être plus performants. Un lundi sur deux, venez discuter entraînement et psychologie du coureur avec Guillaume et Fred, deux passionnés qui vivent la course à pied au quotidien. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez le podcast Dans la tête d'un coureur, l'interview, et aujourd'hui nous avons la chance de recevoir dans l'émission Gilbert Bribois, qui n'est d'autre que le rédacteur en chef de l'antenne des sports de RMC. C'est également une voix célèbre du sport puisqu'il anime presque chaque soir l'Afterfoot également sur RMC, mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que Gilbert est aussi un passionné de la course à pied et ce qu'il aime par-dessus tout, c'est parcourir le monde pour courir des courses aussi spectaculaires qu'irréelles. Autant vous dire que dans cet épisode, nous allons voyager, alors attachez vos ceintures et tenez-vous prêts. Gilbert, on est ravis de te recevoir aujourd'hui dans le podcast. Comment vas-tu ? Ça va bien, salut les gars. Et bien sûr, nous sommes aussi en compagnie d'un autre Globe Runner, c'est notre bien-aimé Fred, entraîneur du groupe Élite au Stade Français Athlétisme et co-animateur du podcast. Fred, comment ça va ? Toi aussi, t'es prêt pour le décollage ? Alors moi, je suis totalement prêt pour le décollage et j'ai d'autant plus serré la ceinture qu'on est avec un spécialiste de l'activité radio, donc la pression est sur nous pour une fois. C'est vrai que Gilbert, la pression, elle est sur nous puisque t'es un grand nom dans le paysage audiovisuel français. Comme j'ai dit en introduction, t'es rédacteur en chef de l'antenne des sports sur RMC. N'en faites pas trop. Du coup, à ce titre, tu couvres la plupart des grands événements sportifs de la planète. Ça peut être la Champions League, les Jeux Olympiques ou encore les autres compétitions. J'imagine que, comme tu sais dans notre podcast, il y a énormément de passionnés de sport et donc du coup, ton métier, ça doit en faire rêver plus d'un. Alors, est-ce que pour nous, tu peux nous décrire en quoi consiste ton métier, comment rythme tes journées, histoire de nous faire saliver un peu? Alors c'est un peu long parce que alors j'ai fait plein de choses, donc je suis journaliste, donc ma matière c'est le sport effectivement, depuis que j'ai démarré, donc j'ai pas forcément démarré dans le sport comme tous les journalistes, j'ai fait un peu de tout, je me suis retrouvé à couvrir différentes actualités politiques, culturelles, économiques. Il se trouve que moi j'ai fait le choix d'aller vivre pour démarrer ma carrière en fait, j'ai fait le choix d'aller vivre en Australie, donc au moment des Jeux Olympiques de Sydney, je suis resté installé là-bas presque 2 ans et du coup, là-bas, toute l'actualité qui se présentait, sport ou pas sport, j'étais présent et je proposais mes services aux médias francophones. Donc, je me suis retrouvé à faire des choses très diverses et variées là-bas. Je me suis retrouvé dans un coup d'État au Fidji, par exemple, comme je me suis retrouvé à faire un reportage sur le costume des volontaires des Jeux Olympiques, Voilà, donc c'est très varié. D'accord. Après, on va dire que les hasards des rencontres et des opportunités professionnelles m'ont fait ensuite intégrer RMC en 2001. Et j'y suis toujours presque 20 ans après. Donc voilà, avec une première période où j'étais reporter, c'est-à-dire qu'effectivement j'allais beaucoup sur le terrain et j'étais quasiment jamais au bureau. Donc pour effectivement aller sur les événements sportifs, matchs de foot, Jeux Olympiques, j'ai fait pas mal de hand aussi, de compètes de hand. Et puis après, au fur et à mesure de l'évolution, on a créé une émission qui s'appelle l'Afterfoot en 2006, dont je suis présentateur. Voilà, et dont je suis toujours à la tête aujourd'hui, et qui fonctionne bien puisqu'on est dans un podcast qui fonctionne. L'After, c'est le 2e podcast de France aujourd'hui. Après, en parlant que de foot et pas de running. Donc voilà, donc je vous attends sur le podium, les gars. Écoute, on se tient prêt. Et justement, tu faisais rapport au running et Guillaume en parlait. Tu es un fan de course à pied et c'est bien pour ça qu'on te reçoit au-delà de l'amitié qu'on te porte. Mais très concrètement, tu as commencé comment? Pourquoi la course à pied? Ça s'est fait comment pour toi? En fait, moi, j'ai passé une grande partie de mon adolescence en montagne. C'est-à-dire que mes parents dirigeaient un centre de vacances au-dessus de Grenoble, dans une station de ski qui s'appelle Champs-Rousses. Et
là-haut, en fait, tous les printemps, l'été, enfin, dès qu'il n'y avait pas de neige, en fait, on courait. C'est-à-dire, ce qu'on appelle trail aujourd'hui, nous, on le faisait naturellement sur les chemins pour aller au refuge qui était à 5 heures de marche, et donc on y allait en courant, donc on faisait comme ça, on était une bande de potes, quoi, et on faisait ça, c'était notre activité, quoi, c'était notre truc d'été, on adorait ça, donc on connaissait tous les chemins, les trucs, on savait combien de temps on mettait pour aller de tel point à un autre, et donc moi, naturellement, je faisais ça, mais à l'époque, sans faire de course, avec Dossard, ni sans faire partie d'un club. Et ça a démarré comme ça quand j'étais ado. Et ensuite, j'ai commencé effectivement à avoir envie de m'améliorer. Et j'ai dû faire ma première course qui était un semi-marathon. Je pense que j'avais 16 ou 17 ans. Alors pourtant, voilà. Quand tu as commencé en compétition, pas sur trail du coup, mais sur route. Ouais. Alors pourquoi toi qui étais mais en fait, à l'époque, il n'y avait pas de trail. Enfin, il y avait des courses en montagne quand même. Bah, je sais pas, moi j'ai 44 ans, donc je parle de ça il y a plus de 20 ans. Non mais moi alors peut-être qu'on n'était pas informés, j'en sais rien, mais il y avait les courses sur route dans la région de Grenoble. Là, il y avait des courses qui passaient sur des chemins, mais on n'appelait pas ça trail en fait. Ouais, c'est course de montagne. Ouais, on appelait ça course nature. Et puis il y avait une partie route, une partie, je sais pas. Maintenant, de toute façon, dès qu'il y a 1 kilomètre de chemin, on dit que c'est un trail, donc je sais pas. Enfin, c'est un peu bizarre des fois les appellations. Mais donc il y avait des trucs qui existaient. Et puis après, moi, je me faisais mes petits programmes, voilà. Mais du coup, ton rapport au sport, en fait, il est né avant d'être journaliste sportif, et c'est plutôt ta passion qui t'a amené là. Exactement. Moi, ce que je fais, c'est un métier de passion. C'est mieux que travailler pour de vrai, en réalité. C'est-à-dire que moi, j'adore ce que je fais. J'ai pas de contraintes. Ça m'arrive jamais de me lever le matin en me disant, il va falloir aller au bureau, quoi. C'est un plaisir tous les jours. Alors après, il y a toujours quelques contraintes, hein, évidemment, mais enfin bon. Globalement... Oui, rassure-nous quand même. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai une chance. Pour ça, c'est une chance géniale. Mais effectivement, moi, j'ai toujours pratiqué le sport, alors à un petit niveau, hein. Et après, j'étais donc forcément passionné par ça. Et puis de façon naturelle, effectivement, j'ai pas trop poussé pour être journaliste politique, par exemple. Ok, d'accord. Mais du coup, avec toutes tes activités et tes responsabilités, quand même, tu nous as dit de pas trop en faire, mais il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Tu t'entraînes comment? Tu t'entraînes seul, en groupe? Moi, je m'entraîne seul, parce que moi, j'ai un rythme un peu décalé, parce que je travaille le soir, du coup. Enfin, donc, je viens au bureau au début d'après-midi, et puis je suis là je rends l'antenne quand on finit l'after à minuit. Donc, du coup, 5 jours par semaine, je travaille le soir. Donc, moi, je m'entraîne plutôt le matin. Voilà, alors bon, je cours, et puis là, depuis quelques années, je me suis trouvé une passion pour le triathlon, donc j'essaie d'alterner en fonction des périodes, de mes envies, et puis de ce que j'ai, des petits objectifs que je me fixe, quoi. Donc, je m'entraîne le matin, fin de matinée, mi-journée, et dans 95% des cas seul. En fait, j'ai trouvé mon rythme, mes petites habitudes, mes trucs, mais ça me va très bien comme ça. Donc tu arrives à bien t'entraîner, ça c'est une évidence. Enfin, à bien m'entraîner, j'en sais rien. Parce que des fois, le coach Fred, il connaît ça par cœur, mais bien m'entraîner, c'est quand on s'entraîne seul, on a tendance à répéter des trucs régulièrement en fait, et puis à se comparer. Et dire tiens, par exemple ma séance que je fais là, qui fait 10 bornes, aujourd'hui j'ai mis tant et puis j'ai fait ça, je suis mieux que la dernière fois, alors que peut-être qu'il faudrait que j'alterne plus de choses différentes. Ça, Oui, et souvent comme tu le dis, hein, puis on a eu l'occasion d'en échanger, c'est quand on s'entraîne seul, on a tendance aussi à faire les séances qu'on préfère ou qu'on aime mieux, celles avec lesquelles on a plus de difficultés, on les laisse un peu de côté souvent. Ouais, puis on n'a pas, moi j'ai pas 10 séances différentes, j'en ai peut-être 3-4 grand max, quoi. Ce qui est peut-être une erreur aussi, mais après voilà, que c'est les habitudes. Et est-ce que tu penses que ta pratique sportive t'aide dans ton métier de journaliste? Alors ça peut être sur certaines qualités que tu vas développer, la discipline, la persévérance, l'assiduité. C'est des qualités qui sont assez importantes quand on est athlète. Ou est-ce que ça t'aide aussi de faire preuve peut-être plus d'empathie quand tu reçois un athlète? Parce que justement, un journaliste qui connaît la rigueur de l'entraînement, qui connaît les sensations qu'on ressent en compétition. Alors c'est pas la même échelle évidemment, mais est-ce que tu penses que ça t'apporte un plus d'avoir ça par rapport Oui, mais en préambule, il y a différents types. Si c'est une séance où je sais que je vais me faire très mal, je vais me concentrer sur ma douleur en fait. Donc je pense à rien d'autre. Mais si c'est une séance un peu plus cool, là effectivement ça m'aide beaucoup.
Et souvent, je me rends compte que, par exemple, si je suis contrarié par un truc ou quoi, je sais qu'en allant courir ou en allant nager ou faire du vélo, je sais que quand j'aurai fini, ma contrariété aura disparu. Et que souvent, j'aurai trouvé une solution. C'est-à-dire, tiens, hier soir dans l'émission, il s'est passé un truc qui ne m'a pas plu, il faut que j'en parle avec les gars avec qui je bosse, comment je vais en parler, qu'est-ce qu'on va faire pour s'améliorer et tout. Et souvent, les idées me viennent pendant le sport et pendant la course. Les idées et la façon de les matérialiser. Et pour moi, pour moi, le sport, c'est un laboratoire à idées. Je sais pas, les gens qui peut-être nous écoutent en ce moment en train de courir, je suis sûr que tout le monde a déjà ressenti ça. C'est-à-dire que tu trouves des solutions à des problèmes. Moi, le premier. Quand tu es dans ton... Je sais pas si c'est l'oxydation du cerveau qui fait que ça te rend plus intelligent temporairement, j'en sais rien. Mais tu démêles des situations grâce à la course. Et ça, c'est étonnant quand même. Du coup, tu n'écoutes pas de musique, tu n'écoutes pas de podcast, tu cours Ça dépend. Ça dépend. Des fois, j'ai envie, puis des fois, j'ai pas envie. J'ai pas de règles, en fait. D'accord. Et du coup, sur l'autre question, par rapport à l'empathie, est-ce que ça t'apporte un plus quand tu reçois des athlètes? Est-ce que ça te permet de peut-être mieux les comprendre par rapport à un journaliste qui ne serait pas sportif? Oui, alors après, bon, moi, je suis un sportif de bas niveau, donc il faut être lucide sur ses capacités. Quand on parle des sportifs de haut niveau, des fois, j'ai l'impression qu'on ne parle pas de la même chose. Quand je reçois un athlète ou quand on a fait pendant plusieurs années une émission de télé qui s'appelait J'aime courir sur RMC Sport, où on recevait beaucoup d'athlètes de haut niveau, que vous recevez vous aussi. Bon, quand ils te parlent de leur façon de s'entraîner, de leur perf et tout, tu as l'impression de ne pas être du même monde. Donc, mais je pense quand même que le faisant moi-même à mon bas niveau, ça me parle. C'est-à-dire que le gars qui court 110 km en 29 minutes, forcément, moi qui mets au moins 10 minutes de plus, voilà, mais bon, on n'est quand même pas sur le même palier de ressenti, quoi, évidemment, dans notre pratique. Et du coup, par rapport à tous ces sportifs, les sportifs que tu rencontres et que tu as rencontrés depuis que tu as commencé, inévitablement, hein, la question, c'est est-ce qu'il y en a qui pour toi sortent du lot et en fait, dans quelle mesure et dans quelle proportion? Moi, je suis pas je suis pas un fan, c'est-à-dire que j'ai pas d'idole. Je serais toujours impressionné par la performance physique, mécanique, la façon de s'entraîner, l'envie que les gens y mettent, la constance qu'ils y mettent, l'implication qu'ils y mettent. Voilà, ça c'est ça qui va me bluffer ou m'impressionner, quoi. Voilà. Après, bon, je suis pas, voilà, j'ai pas de, comme je dis, j'ai pas eu jamais dans ma vie, je me suis dit tiens, je veux absolument rencontrer X ou Y. Maintenant, si j'avais la possibilité, je sais pas moi, de passer une journée avec Kipchoge, par exemple, ça, ce serait génial, de voir ce qu'il fait, ce qu'il mange, j'en sais rien. Enfin, ça, c'est le truc qui m'intéresse, par exemple. Ok, mais et du coup, alors, en termes de performance sportive, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Qu'est-ce qui te laisse vraiment baba? Et là, tu dis vraiment le gars qui fait ça ou la fille qui fait ça. Là, Kipchoge, pour reprendre, voilà, les grands marathoniens. Là, je suis beaucoup plus bluffé par un excellent marathonien ou un excellent triathlète que par un footballeur ou un rugbyman, en fait. Voilà, et d'ailleurs les footballeurs des fois ils m'énervent, ils disent ouais là on est en prépa physique, on a fait des 15-15, ouais alors on a fait des 15-15, la veille d'un marathon, il y a des gars qui font des 15-15 tous les matins pendant 2 heures, quoi. Non mais bon, donc je suis plus impressionné par ça, ouais, parce que tu mesures l'effort et la douleur, quoi, et le dépassement de soi. Justement, tu fais référence au football. Là, je vais parler un peu plus à l'homme des médias. Mais tu sais, nous, en tant que coureurs, on peut avoir cette impression que finalement, dans le paysage audiovisuel français au niveau du sport, le football occupe une très grande place aux dépens de certains sports et notamment des sports olympiques. Alors, il y a la course à pied, mais pas que. Tu as aussi alors, le biathlon, c'est un peu plus médiatisé ces derniers temps, mais tu as plein de disciplines olympiques comme ça qui ne trouvent pas de rayonnance dans les médias. Tu sais que c'est pour la santé économique des sports, c'est compliqué des fois de vivre quand tu n'as pas de relais médias. Toi qui es un homme de l'intérieur, est-ce que tu vois les choses un peu bouger ou pour toi, le foot cannibalise tout, quoi? C'est souvent le foot, c'est nous, je vois ce qu'on fait, que ce soit à la radio ou à la télé, c'est 90% de notre audience. Donc les gens veulent du foot. Voilà. Maintenant, ce qui fait souvent bouger un peu les lignes, c'est l'arrivée de champions. C'est-à-dire, depuis qu'il y a Teddy Riner, par exemple, on n'a jamais fait autant de judo. Si demain il y avait un boxeur français incroyable, poids lourd, du niveau des tout meilleurs mondiaux, si demain Tony Yoka devient Mohamed Ali, par exemple, la boxe va prendre. Donc le biathlon,
ça a pris parce que Fourcade, globalement. Voilà. La clé, si demain si demain Vico fait des perfs extraordinaires, ou si demain un marathon olympique est gagné par un Français, ça va. Voilà, c'est souvent ça qui fait nous, on va vers les champions, vers les histoires. Voilà. Après, si demain, alors moi souvent on me dit ouais, moi je fais du tir à l'arc, vous en parlez jamais. Bah désolé, si on faisait 2 heures de tir à l'arc, nous on vit de la salle. Donc il faut aussi être pragmatique. Voilà, mais souvent c'est par les champions que les choses bougent. On peut voir de l'athlé sur RMC Sport. Nous, on fait beaucoup d'athlé, mine de rien, entre télé et radio, puisqu'on a un accord très important avec la Fédération française d'athlétisme. Donc, on diffuse tous les gros meetings nationaux. Et puis, on est diffuseur de la Diamond League. Donc, je pense que l'offre, on est aujourd'hui la chaîne, pour parler là en télé, qui est la plus grosse offre athlée, finalement, puisque, alors, on n'a pas les Jeux Olympiques ou les Championnats du Monde, mais sur RMC, il y a de l'athlé toute l'année, alors que les Jeux Olympiques ou les Championnats du Monde, c'est une fois par an. Bon. Donc, c'est traité à la télé, c'est aussi traité à la radio. Alors, on ne va pas faire les meetings de Diamond League en intégralité. On a à chaque fois un reporter sur place. Donc, on fait là, il y avait Monaco il y a quelques jours. Donc, on avait un reporter sur place qui a fait les grands moments des Français, quoi. Voilà, on a fait un peu de perche, on a fait le 100 mètres, tout ça. Donc, voilà comment on traite l'athlète. Et puis, moi, je mets un point d'honneur aussi depuis quelques années à développer un peu le côté grand public. Donc, parler de running. On a une petite chronique le dimanche qui existe aujourd'hui, et on a un projet de concurrence à votre podcast qui cartonne, qui sera complémentaire dans la tête d'un coureur. Donc on pourra vivre ensemble tranquillement. Bon, parfait alors. On va s'entraîner quand même. On va devoir. Il va falloir reprendre un peu sérieusement. On rebosse sérieusement. Gilbert, il y a une autre partie de ton parcours qui nous intéresse énormément, c'est que ta passion pour la course à pied, elle t'a conduit à faire un peu le tour du monde, parce que tu voyages énormément et notamment tu lis tourisme et pratiques sportives. Du coup, la première question que j'ai envie de te poser, c'est tu as visité combien de pays grâce au running ? J'ai toujours couru dans les pays où j'ai été, parce que je trouve que c'est absolument une expérience géniale de courir dans les endroits qu'on ne connaît pas. C'est toujours, parce qu'on a toujours tendance, tous, je pense, à courir au même endroit, sur les mêmes chemins globalement, à la même heure. On connaît tous les cailloux, les trucs, voilà, ou la piste d'athlé, on sait exactement où il y a une petite bosse, enfin bref. Donc courir dans des endroits qu'on ne connaît pas, c'est quand même toujours génial. Et surtout quand on est loin, parce que quand on est loin, c'est souvent d'ailleurs on ne se rend pas compte, tiens, on est parti pour une demi-heure et puis j'ai couru 3/4 d'heure ou 1 heure parce que je voulais aller voir au bout de la route ce qu'il y avait, puis en haut de la colline ce qu'il y avait. Donc ça c'est déjà en soi, je trouve que c'est génial. Et effectivement, j'adore courir, j'aime faire quand même quelques courses de temps en temps pour essayer d'améliorer mes temps, mes trucs. Donc il faut que je me fixe des objectifs. Parce que j'aime ça, et donc voilà, j'ai commencé comme ça il y a quelques années à me trouver des objectifs ailleurs ou loin des trucs habituels qu'on peut faire. Bon, nous, en l'occurrence là, on est en Ile-de-France, donc une fois que j'ai fait 2 fois les 20 km de Paris ou le triathlon de Paris ou truc, t'en as envie d'autre chose, quoi. Donc, alors moi j'ai la chance de pouvoir le faire, parce que certains ne peuvent pas, parce que bon, évidemment ça a un coût, évidemment ça nécessite une organisation familiale et autres. Et ça m'a amené effectivement dans des... Alors l'idée, effectivement, moi je veux pas aller faire une course à Genève, ça va me botter moyen. Par contre, un truc original et sympa, où je mettrais peut-être jamais les pieds sans avoir le carreau de course à pied, par exemple la Corée du Nord, c'était le cas. T'as couru un marathon en Corée du Nord. Alors, il faut savoir qu'en tout cas, à l'époque, c'était quelle année que tu as couru le marathon C'était en 2015. En 2015, donc c'était encore un pays qui était l'un des plus fermés au monde. Ouais. Ça l'est toujours. Hein. Ça l'est toujours, effectivement, et sous quand même une pression un peu dictatoriale, quoi. Donc, j'imagine que courir un marathon dans ces conditions-là, ça doit être quand même assez atypique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette course-là ? C'est la course la plus incroyable que j'ai faite de ma vie. Voilà. C'est alors moi bon évidemment en tant que journaliste on a une curiosité exacerbée. Moi j'ai toujours voulu aller dans ce pays pour voir de l'intérieur si effectivement tout ce qu'on dit sur ce pays est vrai, pour y être, quoi, pour voir de mes yeux. Donc on sait évidemment tous que c'est une dictature assez insupportable. Il y a eu une famine exceptionnelle il y a quelques années avec des milliers de morts. Enfin il se passe plein de choses dans ce pays qu'on ne sait pas. Il y a des camps d'internement. Enfin bon, c'est terrible. Et en fait, donc, y rentrer pour un journaliste, c'est quasi impossible. Il faut faire des demandes, ça prend 6 mois, 1 an, tu es sous contrôle en permanence. Et moi, je vois ça, je me dis, tiens, c'est quand même incroyable. Donc, en fait, c'est une société chinoise
qui est spécialisé dans les déplacements touristiques en Corée du Nord, donc il travaille avec l'État nord-coréen qui organise ça. Donc moi je les contacte, je dis bah voilà, je suis intéressé. Ok, très bien, donc il m'envoie des documents. Première ligne du document à signer, il fallait s'engager à n'être ni journaliste ni photographe professionnel. Ah, Je c'est dis, bon, pas de ça, bol là. je dis, ça commence bien. Je dis bon bah moi je vais tenter le coup. Ok, non, je ne suis pas journaliste. Bon, je me suis dit bon, si moi ils tapent mon nom sur Google ou n'importe quoi, ils vont vite voir que je suis journaliste, quoi. Donc jusqu'au décollage de l'avion, je me disais, ils peuvent me dire, c'est non. Et en fait, au final, tout s'est très bien passé. Donc peut-être qu'ils savaient très bien qui j'étais et que ça les dérangeait pas. Peut-être Voilà. qu'ils sont fans de l'after-foot, Ouais, c'est pour ça. Peut-être qu'ils peut-être ça aussi. ouais, a priori, je pense pas, mais je pense pas que je sois allé jusque-là. Et alors, au final, moi, j'en ai parlé à un pote journaliste, Stéphane Coller, qui est en cours souvent, et qui, du coup, me dit, ah bah allez, je viens avec toi. Donc, on s'est retrouvés à deux. Donc, c'était un peu plus rassurant quand même d'être à deux. Et en fait, l'idée, c'est d'aller à Pékin. Et en fait, la société chinoise vous réceptionne à l'aéroport de Pékin. Donc nous, on est allé à Pékin, on a passé 3-4 jours là-bas à Pékin, on a visité, c'était très bien, et on se retrouve à l'aéroport avec un groupe assez étonnant, hétéroclite de gens qui venaient un peu de partout, pas mal d'Américains. Il y avait un ou deux Allemands, il y avait un Suisse, je me souviens, des gens forcément qu'on ne connaissait pas. Et donc là, l'aventure commence, quoi, parce qu'on te donne un petit, on te prend ton passeport, il n'y a pas de visa, donc c'est un petit carnet d'entrée dans le pays. Tu prends la compagnie nord-coréenne qui est la seule qui dessert le pays. Donc à partir du moment où tu rentres dans l'avion, tu es en Corée du Nord, avec les films de propagande dans l'avion, la bouffe dans l'avion. Voilà, là c'est parti, quoi. Donc on arrive. Alors je vais vous parler principalement de la course, et pas de tout le reste, parce que je pourrais vous raconter ça pendant 2 heures. Mais la course est assez étonnante. Donc c'est un circuit dans Pyongyang. Donc il y avait un marathon, un semi-marathon et un 10 km. Okay. Ça, tu t'alignes sur quelle distance? Moi j'ai fait le semi. Parce que moi le marathon c'est un truc, psychologiquement j'ai pas le mental pour ça, je fais pas. Semi ça me va très bien. Oh, comme je te comprends. Voilà. Bon. On va y travailler, Gilbert. Voilà. Dans la tête du coureur bribois, c'est mort. Faut jamais dire jamais. Hein. Bon, donc alors c'était 2 boucles. En fait, il y avait 2 boucles dans la ville, dans le centre-ville, très contrôlées. Et le truc totalement exceptionnel, c'est que l'arrivée se fait dans le grand stade de Pyongyang, 90 000 places, plein. Stade plein. Donc bon, on se lève très tôt un dimanche matin, c'était aussi un dimanche matin comme les grandes courses ailleurs. On va au départ et tout, on nous donne des vieux dossards en tissu. Exactement, en tissu. Voilà. C'est écologique. Il y a des trucs qui m'ont marqué, c'est qu'il y avait la voiture ouvreuse, c'était une vieille Mercedes, les Mercedes qu'on voyait dans les films des années 70, là, avec le chrono sur le toit de la Mercedes qui courait, qui défilait au fur et à mesure, quoi. Il y avait des trucs, c'était vraiment... En fait, là-bas, on a l'impression, en termes de développement humain et de tout, d'être en gros 30 ans en arrière. Donc, pour rester sur la course, puisque c'est ce qui nous intéresse, donc c'est 2 tours, on part. Et en fait, on passait dans des quartiers de Pyongyang qui, en général, ne sont pas des quartiers visités par les étrangers. Donc nous, les organisateurs, nous avaient dit, écoutez, c'est très simple, si vous abandonnez, vous restez sur place, on vient vous chercher. C'est-à-dire qu'il y avait interdiction totale d'aller dans les rues, ne serait-ce que dans la rue perpendiculaire, je sais pas, ne serait-ce que pour aller faire pipi, par exemple, pour le marathon, ou s'arrêter. Non. Donc, même pendant la course, quelque part, il y avait un contrôle permanent de ce qu'on faisait. Alors, évidemment, les Occidentaux, nous, on arrive là-bas avec nos équipements à nous, montre GPS, nos manchons, nos trucs, voilà, comme bon, les Nord-Coréens, moi j'en ai vu courir avec des ballerines de danse. Marathon, hein. Donc là, tu te dis, on n'est pas... Donc ça te ramène quand même... à ta condition, on dit quand même, eux, voilà, les mecs, chapeau les gars, quoi. Et ils courent, et ils sont là, et ils s'envoient. D'ailleurs, mon GPS, au passage, il y en a plein qui se la sont fait prendre à l'aéroport. Parce qu'il n'y a pas de portable en Corée du Nord, il n'y a pas de réseau. Okay. Donc le portable ne sert à rien. Alors ils laissent le portable, mais ils s'en foutent, puisque de toute façon, il n'y a pas de réseau. Donc ça ne sert à rien. En revanche, mon GPS, hors de question. Donc, il y a plein de coureurs qui se sont fait prendre leur... Alors, c'était les mecs, tout le monde était dégoûté. Tu la retrouves pas en plus après. Bah, quand tu as l'habitude de courir avec si, ils te la rendent, ils te la mettent ça dans un petit box, dans une armoire, et quand tu repars, ils te la redonnent.
Et moi, je me suis dit, bon, je vais quand même tenter un coup de bluff. Et toi, je leur dis, bon, bah non, mais moi, c'est juste une montre, en fait. Elle fait pas GPS, c'est juste une montre. Le mec me dit, ok, c'est bon. Donc, j'ai pu garder ma montre et courir avec. Tu vas voir, Voilà. tu vas l'allumer. Et le parcours, il est comment? Il est roulant alors? T'as fait un chrono là-bas? C'est plat. Ouais, alors moi, j'étais assez content de ma perf. En plus, alors, on fait les 2 tours. Les marathoniens, ils faisaient 4 tours. Donc en gros, ça faisait 10 bornes en gros le tour. Donc les gars qui faisaient 10 bornes, ils faisaient leurs 10, machin, puis ça continuait comme ça. On est partis tous ensemble, hein, de 10. Donc on partait donc stade plein, donc on part sur la piste d'athlée du stade. On sort du stade, hop, on fait les 2 boucles. Et effectivement, il y a un truc assez totalement bluffant, c'est que le stade plein. Donc c'est très impressionnant. Tu es sur la piste d'athlée, là tu te prends pour un autre, quoi. Voilà. Sauf que les gens, ils sont pas là pour tes beaux yeux. On les a obligés à venir. Donc ça te calme quand même grandement. C'est-à-dire, en Corée du Nord, les activités du week-end sont régentées par l'État. C'est-à-dire, un quartier, par exemple, un dimanche matin, va faire bricolage. L'autre va faire jardinage. Voilà. Et les gens n'ont pas le choix. Donc là, une des activités du jour, c'était aller au stade avec des animations dans le stade organisées pour les coureurs. Parce que, bon, c'est aussi des images qui sortent du pays, des images du marathon qui peuvent sortir du pays. Donc, il fallait que ce soit, évidemment, pour le régime là-bas, irréprochable. Et donc, moi, je fais mon semi-marathon. Et en fait, il y avait beaucoup plus d'inscrits au marathon qu'au semi. Et j'arrive... on n'a jamais eu de classement définitif, donc j'ai jamais vraiment su exactement. Mais peut-être tu as gagné. Non, mais j'étais dans les 10-15 premiers, mais c'est tout à fait modeste, hein, parce que le niveau était nul, quoi. Voilà. T'as fait combien en chrono, si tu veux le dire? J'aurais dû retrouver quelque chose comme 1h25. Mais j'étais bien, j'étais très content de moi. Et j'arrive dans le stade, et là, je rentre dans le stade, et là, j'étais seul, en fait, parce qu'il y avait déjà des gars qui étaient arrivés, il y avait personne derrière moi, et 90 000 personnes qui t'applaudissent, quoi. Et là, là, tu te dis, c'est pas possible, là, tu voles, quoi, pendant... ça doit être génial. Mais tout de même, tu te dis, attends, je sais où je suis, je sais pourquoi ces gens sont là, nous sommes dans un pays qui est une dictature, peut-être la pire encore aujourd'hui, donc voilà. Mais ça reste quand même une expérience extraordinaire, quoi, d'avoir vécu ça. Et puis surtout, moi, souvent on me dit, ouais, mais t'y allais, c'est risqué. Moi, je n'ai ressenti aucune menace. Aucun risque et aucune menace pendant le séjour là-bas. En fait, tu es sous contrôle en permanence. On avait, nous, en permanence, 2 Nord-Coréens avec nous qui parlaient anglais. Pourquoi ils sont 2? Parce qu'en fait, ils se surveillaient aussi l'un l'autre. Voilà. Et on ne pouvait pas faire un pas de côté. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas aller se balader où on voulait. On ne pouvait pas sortir de l'hôtel quand on voulait. Ça, c'est assez chiant parce qu'évidemment, tu as envie en permanence. Voilà. Donc ça, c'est quand même la limite principale. Mais pour voir ce pays, il faut accepter ça. Ok, c'est assez fort, hein, ce que tu nous racontes, mais c'est... Mais n'importe qui peut y aller. Voilà. Je répète, c'est... Bon, évidemment, ça a un coût, mais c'est une expérience incroyable. Ok. Et au-delà de cette course en Corée du Nord, tu as d'autres expériences sur lesquelles que tu veux partager, qui te semblent assez significatives de la raison pour laquelle tu fais ça? Il y en a un que j'ai adoré faire, c'est pas du tout le même trip, hein, mais c'est une course aux chutes Victoria. Les chutes Victoria, donc c'est les chutes du Zambèze, à la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe. Donc ça, c'est une course qui en général est fin juin, début juillet, et qui aussi est également absolument géniale parce qu'elle passe au pied des chutes. Donc on reçoit l'embrun des chutes et tout en courant, on y passe plusieurs fois en plus, donc c'est super agréable. Et qui passe dans un parc national où on peut croiser girafes, singes et autres. Voir lion pour t'aider à courir plus vite. Non, mais pas de lion. Ah, non, mais il y a des hyènes. Non, on va dire c'est les animaux qu'on peut côtoyer sans danger, quoi. Et pareil, semi-marathon, c'est organisé par des Sud-Africains, donc eux, ils sont pas loin. Et moi, j'ai aussi fait ça pour aller là-bas, parce que c'est un endroit où j'ai envie d'aller. C'est franchement, pareil, une super expérience plat, la course plate, et un dépaysement absolu. Et super course, on passe la frontière, donc on part du Zimbabwe, d'une ville qui s'appelle Victoria Falls. On va en Zambie. On passe la frontière, on revient, on est au bord des chutes, des 2 côtés. Enfin, c'est vraiment un paysage magnifique dans la savane. Tôt le matin, avec le soleil qui se lève et tout, franchement, c'est vraiment somptueux. Ne serait-ce que s'imaginer le paysage, ça vaut le coup. Et tu m'as dit aussi que tu avais couru en Irak. Oui. Alors, depuis quand il y a des compétitions de course c'est à pied en Irak? le même délire que la Corée du Nord. C'est-à-dire que moi,
j'aime bien aller là où j'ai jamais été, et donc je voulais aller en Irak. Bon, C'était en quelle année ça? Voilà, c'était là, octobre 2018. C'est fou. Et bon, il y a quand même des zones où il faut être protégé, où on peut pas aller parce que bon, il y a des risques d'attentats et tout. Donc Bagdad, c'est pas possible. Et donc moi j'étais dans le Kurdistan irakien, donc qui est la zone nord, donc le Kurdistan qui est géré par une entité kurde, mais qui techniquement fait toujours partie de l'Irak. Et c'est à Erbil, en l'occurrence dans la ville d'Erbil. Erbil, c'est à 100 km de Mossoul, qui était un des derniers bastions de l'État islamique. Bon là, ils sont plus là, mais ils y étaient encore il y a quelques mois. Donc effectivement, c'est pas du tout le même univers. Et eux, ils organisent tous les ans une course dans la ville d'Erbil qui fait officiellement, ça faisait 15, mais sur mon GPS, j'avais 16,5. Donc je sais pas exactement ce qu'ils. C'était moyennement organisé, mais très sympa, parce que très accueil super, les gens ravis de voir des étrangers qui viennent chez eux finalement dans leur pays, parce que bon, ils sortent quand même d'une situation même si aujourd'hui c'est toujours compliqué, d'une situation terrible. Et voilà, donc c'était très sympa dans la ville, un peu poussiéreux, donc ça c'est un peu chiant quand on court, mais voilà quoi, hyper des paysans. Alors c'est assez marrant parce que souvent ces courses, moi j'ai constaté ça, souvent ces courses, nous on a une habitude de niveau de performance en fait quand on fait les courses en France, mais quand on fait ces courses-là, il n'y a pas beaucoup de très bons coureurs quoi. Donc alors on a tendance à se sentir fort. Alors qu'en fait, bon, il n'y a pas la même densité de runners, quoi. T'as fini combien en Irak? Mais je ne sais pas, parce qu'en fait, ces courses-là, c'est comme la Corée du Nord, j'ai jamais su le classement définitif sur. Et là, à Erbil. Alors, ça se trouve, tu as gagné 2 courses sans le savoir. Alors, à Erbil, ils ont fait à l'ancienne, ils prenaient les dossards à l'arrivée, tu sais, en accumulant les dossards, un pam-pam. Comme au cross du collège. Voilà. Et puis après, il y avait un tableau, le gars, il écrivait, voilà. Et donc, alors moi, je voulais retourner quand même me changer, donc je me changeais. Puis le temps que je revienne, le tableau avait disparu, donc je suis couru après. Enfin bon. Donc j'ai jamais su. Mais bon, à la limite, ça n'a pas d'importance. Oui, c'est pas la raison principale du déplacement. Ouais. Et du coup, toi qui voyages beaucoup pour les courses, en tout cas, par rapport à ça, est-ce que tu notes des différences assez notables localement en termes de rapport au sport sur les différentes populations que tu as pu rencontrer, ou qui sont plus ou moins investies, où il y a quand même une sorte d'universalité on va dire de cet amour de la course? Il y a, ça dépend des endroits, effectivement. En fait, il y a des endroits type Pyongyang ou Erbil où, en fait, il y a une curiosité naturelle des gens qui ne font pas de sport et qui voient ça, qui t'as l'impression qu'ils te voient, ils hallucinent à voir des gens courir, en fait. Voilà. Ça, c'est ce qui... Peut-être les pionniers du running qui racontent que dans les années 60, quand ils allaient courir en ville, on les regardait comme des extraterrestres. Ça donne un peu ce sentiment-là dans certains endroits. Après, il y en a d'autres où on sent que c'est vraiment des endroits sportifs. Moi, j'ai fait une course à Dakar, par exemple. Je veux dire, à Dakar, ça court, quoi. Je veux dire, ils savent ce que c'est. Là, c'est comme ici. Voilà, c'est comme en France. Après, il y a aussi des endroits où j'ai fait une course, par exemple, j'en ai fait une au Gabon, qui était très agréable, super bien organisée et tout, où on limite les jeunes, mais qu'est-ce que vous foutez là, dégagez, on ne veut pas vous voir, quoi. Voilà. Il y avait par ailleurs des gens très sympas, d'ailleurs les organisateurs l'étaient très sympas, mais donc tu rencontres un peu de tout comme réaction, quoi. Le Gabon, c'était sympa, mais le Gabon, il faisait méga chaud, très très chaud, donc ça c'est dur. Et très humide. Ouais. Mais super bien organisé. Tous les ans, il y a un marathon avec un semi et aussi un 10 km à Libreville. Et les mêmes organisateurs font un super 10 km à Port-Gentil, qui est l'autre grande ville du Gabon. Et il y a de la perf là-bas. Parce que là, il y a des coureurs qui viennent d'un peu partout en Afrique. Là, ça rigole pas. Là, par contre, faut y aller, quoi. Faut envoyer. Là, tu n'étais pas dans les 10, alors. Ah non, là. Et avec tous ces voyages, du coup, est-ce qu'il y a des fois où tu voyages juste pour voyager, ou à chaque fois tu glisses à une course? Pour toi, voyage est égal course à pied? Si demain j'ai, on va dire, une semaine devant moi où j'ai la possibilité de faire quelque chose seul ou accompagné, et j'ai le choix entre faire une semaine de plage et une semaine un peu plus loin avec une course, j'irai pas à la plage. Moi, je trouve que c'est génial d'allier sa passion avec les vacances, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait en vacances? On fait du sport. Exactement. Voilà. Donc... quand on aime le sport, on fait du sport, ça je suis d'accord. Mais du coup, tu aurais parce que
c'est une démarche particulière de voyager pour aller faire des courses, pour faire du sport, notamment en termes d'organisation, de préparation. Toi qui commences à être un baroudeur dans cette pratique-là, tu aurais des conseils à donner sur, voilà, moi, les gens qui nous écoutent se disent, bah tiens, moi j'ai envie de faire comme Gilbert. Moi, ce que je fais toujours, c'est que je cale quand même un maximum de choses à l'avance. J'essaie vraiment que ce soit bien balisé. Et sur les courses, je prends quand même un maximum de renseignements sur tout ce qui est récupération de dossard, confirmation d'inscription, etc. Parce que voilà, il faut quand même qu'on sache moi, j'ai besoin de savoir où je vais, comment ça se passe, à quelle heure, etc. Donc, moi, je fonctionne comme ça. C'est que j'essaie vraiment de baliser un maximum de choses. Quitte parfois à échanger par mail avec l'organisateur ou quoi, pour savoir. Parfois sur des histoires aussi de logement. Donc moi, je fais les choses pratiques. Par exemple, là, j'étais au Pérou il y a quelques semaines de ça. Là, c'est un peu le hasard qui m'a rattrapé. Parce que j'étais là-bas, il y avait le marathon de Lima. Bon, au départ, il n'était pas prévu que j'aille à Lima, mais du coup, j'y suis allé. Voilà. Ben là, j'ai volontairement pris un hôtel à 300-400 mètres du départ, parce que je savais que c'était tôt le matin, que c'est une ville où il y a beaucoup de trafic, donc je me suis dit, bon, je limite les risques, quoi. Voilà. Et bon, il s'avère que tout s'est passé nickel, donc je fonctionne comme ça, quand même, pas mal d'organisation à l'avance. Puis franchement, aujourd'hui, c'est facile, hein. Je veux dire, n'importe qui, alors il faut un peu maîtriser l'anglais, en fonction de la zone où on va, ou la langue locale, mais franchement, il n'y a pas de problème. Mais du coup, de manière très, très concrète, très logistique, pour pas trop subir, on va dire, les effets du voyage, tu essayes d'arriver quelques jours avant ou juste la veille. Tu as des petits trucs comme ça ou c'est un peu en fonction de ce que Moi, j'aime pas arriver juste la veille quand même, parce que quand on fait un voyage avec 7-8 heures d'avion, mine de rien, on a les jambes lourdes. Moi, j'essaie d'arriver au moins l'avant-veille de la course. Et le mieux, c'est... Quand on part une semaine, c'est de faire sa semaine sur place et de finir par la course, en fait, et de rentrer après. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je sais pas forcément la science infuse. Je pense que après, ça dépend. Si on va faire une course à Rome, c'est pas comme aller faire une course à Tahiti, quoi. Donc, le voyage n'est pas le même, la récup, le décalage horaire et tout ça. Et effectivement, j'essaye aussi parce que des fois les conditions atmosphériques sont très différentes. Si j'ai quelques jours avant, d'aller courir au moins une ou deux fois dans les conditions de la course en termes de chaleur et tout, même si au fond ça change pas grand chose. Je pense que c'est plus dans la tête qu'autre chose, quoi. Bon. Et il y a quand même une question que je me pose quand tu vas courir en Irak ou encore en Corée du Nord. Tes proches doivent te prendre pour un dingue ou doivent à minima se faire un sang d'encre. Comment tu gères ça? Oui et non. C'est-à-dire que effectivement, il y en a qui me prennent pour un dingue. Il y en a qui me disent je viendrai bien avec toi. Je dis bah viens. Ah mais non, là je peux pas là. Mais ça on connaît tous. Il y a une petite, je sais pas, il y a peut-être une petite appréhension ou quoi. Et oui, bon bah effectivement, des fois il y a des endroits et moi donc je sécurise ma maman. D'accord. Voilà. Mais globalement ça va. Si on fait, moi j'ai quand même dans le cadre de mon boulot beaucoup voyagé. J'ai jamais eu de problème. Il faut juste faire attention à ce qu'on fait, attention à où on va, mais il faut pas croire que, je veux dire, il y a certaines zones en Afrique qui sont moins dangereuses que les Champs-Élysées, hein. Pour schématiser. Non, mais c'est clair. Tu sais qu'on organise prochainement une course en Éthiopie, je sais. Et on va t'y voir. Tu as prévu d'y participer. Mais moi, je suis ravi que vous organisiez ça parce que moi, ça fait plusieurs années que j'avais repéré cette course. Donc à Addis Abeba, et alors là d'ailleurs un niveau de dingo là. Pour le coup, là ça va être tout l'inverse de. Ah ouais. Non mais c'est génial. Donc effectivement quand j'ai su que vous étiez sur le coup, moi je viens. Hein. Et pas avec toutes les courses, tous les voyages que tu nous as présentés, ta passion pour la course à pied, pas encore l'Éthiopie, pas encore le Kenya. Je suis passé en Éthiopie et au Kenya, mais pas pour des raisons de course à pied. Souvent j'ai fait des escales où je suis resté un peu comme ça, mais donc voilà, moi j'ai jamais eu l'opportunité. Alors ces derniers temps, il y avait pas mal de reportages et puis Fred et d'autres qui sont sur place, basés parfois là-bas pour des camps d'entraînement et tout. Donc effectivement, du coup, quand j'entends ça, ça donne encore plus envie, quoi. Donc je vois que c'est possible. Donc là, moi j'en suis. Hein. Mais du coup, à part cette course en Éthiopie que tu vas faire, il y en a encore qui
qui nourrissent ton imaginaire de course, tes envies? Il y a des endroits que, par exemple là, hier je discutais avec un pote triathlète et en fait il s'avère qu'il y a un super triathlon dans Manhattan. Bon j'ai envie d'aller parce que donc on court dans l'Hudson River, on nage dans l'Hudson River, après le vélo dans Manhattan, ça c'est super quoi. C'est le marathon de New York du triathlon. C'est ça en gros? Ouais, alors, je sais pas, peut-être pas dans cette grosseur. Je sais pas, ouais, c'est pas aussi emblématique sans doute à l'échelle du. C'est un quelle taille? Oui, je crois qu'il y a 2 formats, il y a S et M. Je le savais pas moi. Donc c'est en juillet tous les ans. J'ai jamais vu d'images, de photos de. Non mais les Américains ils sont trop forts. Il y a encore en termes d'événements, d'organisation de courses, de triathlon et tout, tous les week-ends il y en a dans tous les sens. Donc alors c'est marrant, ils font plein de 5 km. C'est là-bas, c'est quand même trop court, moi je trouve, mais bon. C'est la course la plus populaire aux États-Unis, c'est le 5 km. Parce que peut-être il y a un truc sport santé. C'est plus accessible. C'est la plus abordable. Enfin bref, donc eux ils sont quand même. Et puis c'est toujours. Alors c'est assez cher souvent l'inscription à leur course. Mais c'est toujours une organisation nickel, donc c'est quand même assez appréciable. Ouais, donc ça, effectivement. Alors, il paraît qu'il y a une course qui est exceptionnelle, 2 qui sont exceptionnelles. C'est à Angkor, donc au Cambodge, où il y a pareil marathon semi qui est organisé tous les ans là-bas. Et là, on traverse les temples et tout, donc ça doit être génial. Moi, j'y suis allé encore en touriste, mais pas pour ça. Mais ça. Et puis, pareil, il y a un temple en Birmanie. Où aussi il y a un marathon, enfin il y en a de plus en plus. Et il y a ici, moi la liste, et il y a un autre truc que j'adorerais faire, c'est une course dans l'outback au centre de l'Australie, là sur la terre rouge, là, où aussi pareil, il y a différentes distances. Ça c'est au mois d'août. Donc là-bas c'est plus ou moins l'hiver parce qu'il fait quand même très chaud pendant la journée, mais ça part très tôt le matin. Et c'est vers tout ce qui est Ayers Rock, Alice Springs, là au centre de l'Australie. En tout cas, on est rassuré parce qu'on voit que les idées manquent pas et qu'il y a encore un certain nombre de congés qui s'organisent bien là. Ah ouais, moi ça n'avait pas de problème. Il y a pas mal de RTT chez RMC, t'inquiète pas. Non mais dis donc. Tu sais Gilbert, nous on aime bien finir nos interviews avec des questions récurrentes qu'on pose à chacun de nos invités. La première, c'est si tu pouvais revenir 20, 30 ans en arrière, quel conseil tu donnerais au petit Gilbert de 13-14 ans? Inscris-toi dans un club d'athlètes. Pourquoi? Parce que moi j'ai toujours fait mes trucs comme ça de façon empirique. Alors après avec l'aide à droite à gauche d'amis, de coachs ou quoi, mais sans vraiment être dans une structure sur le long terme. C'est-à-dire de rester une année entière à faire 2-3 entraînements par semaine et tout. Parce qu'au final, je ne saurais jamais jusqu'à où j'aurais pu aller quand j'avais 25 ans, quoi. C'est-à-dire quand tu es quand même au top de ta forme. Voilà. D'accord. D'ailleurs, tes chronos, parce que tu sais qu'il y a des maniaques des chronos et ils aiment bien savoir un peu le temps des uns et des autres. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes références, que ce soit sur 10 km et semi-marathon? Alors, malheureusement, j'ai plus, parce que j'ai plus en tête ce que je faisais quand j'avais 20 ans. J'ai souvenir de 10 km en 37, 38 quand j'étais junior, là. Voilà. Sur ces dernières années, moi j'adore les 10 bornes, c'est ma distance préférée. Voilà. Donc ces dernières années, là j'ai eu une excellente année 2014 où j'étais régulièrement entre 38, 20 et 40. Là j'étais au top, je me sentais super bien. J'avais fait un 38-17. Là voilà. Ça on va dire que c'est ma référence de vétéran. 38-17. Ce qui est quand même des chronos qui sont quand même assez. Ouais, sauf que là depuis un an, je suis incapable de redescendre sous 40. Donc c'est pour ça que d'ailleurs je suis allé courir 2-3 fois avec Fred là parce que ça me traumatise. Tu vas nous le remettre en forme, Fred. C'est l'objectif à court moyen terme. Et sur semi du coup. Et sur semi, là pareil, le record, le meilleur temps que j'ai fait, c'était sur ce qu'on appelle le Lion. C'est une course qui fait Belfort-Montbéliard, qui doit toujours exister d'ailleurs tous les ans, qui en général au mois de septembre, c'est plat. Et j'avais fait ça plusieurs années quand j'avais une vingtaine d'années, et là j'avais fait un bon chrono aux alentours d'une 24, un truc comme ça, mais malheureusement j'ai plus les références. Et puis un jour je suis allé voir sur leur site, il n'y a plus malheureusement les temps d'il y a... Bon après il faut aller les chercher, c'était il y a 20 ans. Ok, tu battras peut-être ton record à la Great Ethiopian Run alors. Ah bah là, c'est l'hiver prochain. C'est à l'automne, donc si on continue là, on va y arriver quand même, j'espère. Ouais. Si je fais 39-59, je serais content.
Et surtout à 2000 mètres d'altitude, c'est quand même, ça serait quand même une bonne Si perf. tu les fais là-bas, tu t'organises un 10 la semaine suivante, Ah ouais, en 37 là. Là, tu retournes à Paris, Ah tu mince. exploses tout. Bah écoute Gilbert, on a été ravis de faire cette émission avec toi. Tu nous as fait voyager. Et J'espère que j'ai donné quelques idées aux gens qui courent. Hein. Ah bah, Il n'y a là, que moi qui ai parlé. ça- Je pense que tu en as donné, ouais. Bon, voilà. Gilbert, merci beaucoup pour ta disponibilité et toutes ces anecdotes. Mais Ravi de en tout rien, cas d'avoir c'était pu un échanger plaisir. avec toi et parler avec un passionné. On la sent, hein, c'est communicatif chez toi. On sent vraiment que tu, Ah bon voilà, que tu baignes dans ça. Donc moi, c'est un Quand bonheur. on aime, Quand c'est on c'est aime. comme vous. Exactement. Fred, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Moi, rien d'autre à rajouter. Envoie tes plans voilà. d'entraînement là maintenant. là. Voilà, maintenant je donne rendez-vous à Gilbert pour nos petites séances qu'on va faire de temps en temps, voilà, et un peu le faire marner quand même. Hein. Mais il faut le suivre, hein, le zozo. Ah, je le sais. Merci beaucoup et à bientôt. Salut.